Bruno Tertré, bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Vous publiez La revanche de l'histoire chez Odile Jacob. Alors, il est 17h31 exactement. Théoriquement, l'avion d'Emmanuel Macron est en train de se poser en ce moment sur le tarmac de Berlin, où Emmanuel Macron va rencontrer la chancelière au lendemain de son investiture. Pourquoi est-ce important de montrer ainsi la solidité du couple franco-allemand dont on a pu s'interroger sur si on s'est demandé s'il n'était pas fragilisé récemment, ce couple? Parce que ça fait 25 ans qu'on se demande si le couple franco-allemand est fragilisé. Ça fait 25 ans qu'on constate que, bon gré mal gré, cas un cas, il dure toujours et c'est toujours, peut-être pas le moteur de l'Europe, mais en tout cas un couple indispensable au fonctionnement de l'Europe, quel que soit le type d'Europe que l'on veut d'ailleurs. Que n'aurait-on pas dit si Emmanuel Macron n'avait pas procédé à ce qui est presque devenu un rituel, puisque ça sera là. Il y a le renouveau, il y a le dégagisme, mais là c'est la continuité. Oui, c'est une forme de continuité qui, à mon avis, est particulièrement importante pour lui. Je pense qu'on en reparlera. Il s'inscrit beaucoup dans la tradition et dans l'histoire. Et puis un petit rappel, vous savez peut-être que Angela Merkel avait fait son premier voyage à l'étranger en 2005. En France. En France. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même des deux côtés. On se demande quel est le premier d'ailleurs des deux qui arrêtera d'aller chez le voisin pour sa première visite officielle. Votre livre s'intitule La revanche de l'histoire. Et il commence avec cette phrase qui interpelle, qui dit « Rarement le passé a été aussi présent ». Est-ce qu'il y a une résurgence du passé également en Europe? Bien sûr. Présent en Europe. Et comment se manifeste-t-il? Bien sûr, c'est un phénomène qui touche tous les continents, parfois pour des raisons un petit peu différentes et sous des formes qui ne sont pas toujours les mêmes. Mais effectivement, on voit cette résurgence de l'histoire et du passé en Europe. On voit une demande d'histoire, d'ancrage dans le passé, de sentiment national, de besoin de frontières, de territoires. C'est un phénomène général. C'est tout simplement le contre-coup de la mondialisation, peut-être de ses excès. C'est aussi une sorte de revanche contre le vertige du progrès, dont on a l'impression qu'il va de plus en plus vite. Et donc, c'est une demande de passé tout à fait légitime. Le problème, c'est on a l'impression que le monde est plus simple à comprendre quand on caricature Angela Merkel avec un casque à pointe et en Bismarck qui veut dominer l'Europe. Le monde est toujours plus simple par la caricature. Voilà. La caricature peut avoir pour de nombreuses vertus, mais en tout cas, celle-là n'était pas tout à fait pertinente, à mon sens. Mais c'est une forme, justement, de résurgence d'un passé que l'on pensait digérer. On pensait qu'après tout, la Seconde Guerre mondiale, c'était loin et qu'en Europe, finalement, on avait dépassé ça. Eh bien, détrompons-nous. On a vu, notamment à l'occasion de la crise grecque, justement, ces caricatures revenir. Et on les voit malheureusement ailleurs en Europe, parfois même en France. Parfois même en France. Et Jean-Luc Mélenchon ne se prive pas de caricaturer l'Allemagne par son passé. L'Union européenne, on a cru que c'était une construction post-historique, qu'on en avait fini avec les guerres, qu'on avait fini avec ce passé trop lourd. Eh bien, on le voit que le passé, parfois, prend sa revanche. Bruno Tertré, Emmanuel Macron aussi cite beaucoup l'histoire. Il y a un an, il était à Orléans, il célébrait Jeanne d'Arc. Ça, c'est nouveau, non, pour nos présidents français, de parler à ce point de l'histoire de France? C'est pas tout à fait nouveau. Ce qui est intéressant et nouveau, c'est la manière dont un candidat, qui est pourtant, d'une certaine manière, l'incarnation de la modernité, de la jeunesse, s'ancrait à ce point dans l'histoire et de ce fait, pouvoir transgresser une nouvelle fois, regardez, quand il fait des ambassades avec Philippe de Villiers, c'était une forme de transgression quand même, et transgresser une nouvelle fois puisqu'il va au-delà des codes traditionnels conservatisme contre modernité. Il faut en fait réaliser que cet homme, il est un produit extrêmement classique. Parce que, regardez, il a une culture dans le domaine artistique, littéraire, historique, philosophique, qui est une culture on ne peut plus traditionnelle. Donc il arrive à la fois à incarner la modernité et une forme de tradition, comme on l'a vu lors de la passation de pouvoir. Et c'est ça, à mon avis, qui fait sa force, parce que ce n'est pas l'avenir contre le passé, c'est les deux en même temps, si j'ose dire. Non, mais on dit ça parce qu'il y a 12 ans, Dominique de Villepin, dont on disait qu'il admirait Napoléon, avait refusé de célébrer la victoire d'Austerlitz. Comme si c'était gênant, au fond, de célébrer le passé glorieux de la France. Exact. Il était chargé négativement. Exactement. Et ça, c'est intéressant, parce que pourtant, Villepin, c'est quelqu'un qui a aussi la prétention de s'inscrire dans une certaine histoire. Mais on a effectivement un problème, souvent en France, avec les moments de notre histoire qui ne sont pas forcément les plus glorieux. On ne va pas les célébrer, on va tout simplement prendre le poids de l'histoire avec nous et puis faire un peu de repentance. Et les excès de la repentance, justement, ça fait partie aussi des choses qui suscitent en retour une demande de passé et de glorification du récit national. À tel point d'ailleurs qu'un des candidats, je parle de François Fillon, avait axé toute sa stratégie, c'était même son premier discours de campagne, sur la revalorisation du grand récit national. Voilà, c'est en ce sens que la revanche de l'histoire, ce retour du récit national,
il est présent également en France, en Europe et en France. Emmanuel Macron est aujourd'hui chef des armées, il a 39 ans, il n'a pas fait son service militaire parce qu'il est trop jeune, il n'y avait plus de service militaire. Il aura face à lui, dans ces questions militaires, Vladimir Poutine, Donald Trump, des hommes très forts. Est-ce que c'est pas un peu intimidant pour quand on a 39 ans que de régler les problèmes de ce genre face à de telles personnalités? Je ne suis pas sûr que ce soit une question d'âge. Regardez la manière dont il s'est comporté dans le débat de l'entre-deux tours face à Marine Le Pen. Quand on voit le calme et la détermination, et même une certaine forme de sérénité avec laquelle il s'est comporté, très franchement, on n'a pas trop d'inquiétude à avoir quant à son comportement face à Trump ou à Poutine. Avec Poutine, par ailleurs, il s'en méfie beaucoup parce que la campagne d'Emmanuel Macron attribue à tort ou à raison, à mon avis plus à raison qu'à tort, mais attribue à, disons, l'Europe de l'Est lointaine une partie des attaques informatiques qui se sont déroulées contre sa campagne. Donc je crois qu'il sera à la fois prudent et tout à fait serein, et en tout cas qui ne sera pas naïf. Vladimir Poutine, à sa façon, incarne aussi cette revanche de l'histoire qui serait à l'œuvre également en Russie. C'est même le meilleur exemple. Il s'en sert tous les jours. Il glorifie à la fois le tsarisme et, sans le dire vraiment, mais en le disant d'ailleurs de plus en plus, en fait, le stalinisme. Le léninisme, on n'en parle pas. La révolution de 1917, vous verrez qu'on ne va pas beaucoup en parler cette année, alors que c'est le trop centenaire. Intellectuel, non? Non, mais parce que Vladimir Poutine déteste les révolutions. Ah oui. Il aime la stabilité et la force. Il force. aurait peur d'en faire les frais, oui. Donc, exactement. Donc, si vous voulez, pour lui, il va célébrer à la fois la période, il célèbre à la fois la période tsariste et, d'une certaine manière, revisite, au point d'ailleurs que ce soit révisionniste, l'histoire de l'Union soviétique à travers le stalinisme qui est revenu en grâce. Il fait cette espèce de synthèse très intéressante, mais à mon avis assez dangereuse, parce qu'aujourd'hui, le peuple russe vit dans une bulle qui est totalement séparée de celle du reste de l'Europe. Et d'ailleurs, les livres d'histoire sont en train d'être totalement réécrits en Russie, et c'est jamais une très bonne nouvelle. Il y a cette revanche de l'histoire également en Asie. Mais alors, ce qui est inquiétant concernant l'Asie, c'est qu'autant en Europe, nous avons digéré notre histoire. À peu près, pas toujours. Pas toujours, mais bon, à peu près. En Asie, pas du tout. Et vous écrivez, le risque est de voir un jour en Asie une sorte d'équivalent de Première Guerre mondiale, un clash entre puissances qui se disputeraient l'hégémonie de la région, mais cette fois avec des armes nucléaires. En Asie, le danger vient de trois choses. Premièrement, la Deuxième Guerre mondiale n'est toujours pas finie en Asie. On n'a pas signé de traité de paix entre les principaux belligérants. On n'a pas fait cet effort de retour sur soi, de réconciliation avec l'adversaire qu'on a vu en Europe. Les traités de paix n'ont pas été signés en Asie. On rejoue encore symboliquement toujours la Seconde Guerre mondiale. Première chose. Deuxième chose, il y a des grands émergents qui s'affirment. Donc il y a des revanches à prendre, c'est ça, Oui, mais cette revanche, c'est aussi celle de l'ancien colonisé contre l'ancien colonisateur. Lorsqu'on voit le nationalisme indien, par exemple, incarné par Narendra Modi, c'est aussi une forme d'affirmation par le nationalisme qui est une revanche contre le passé de la colonisation. Troisième facteur de danger, vous l'avez dit, les aspects militaires et notamment nucléaires, parce qu'on peut avoir un risque de grande guerre quelque part, mais quand il y a un risque de grande guerre avec des armes nucléaires, c'est beaucoup plus dangereux. C'est pour ça que, à la façon de 1914-1918, les analystes s'interrogent sur la possibilité qu'un tel scénario de crise... Mais alors, la seule bonne nouvelle, c'est que justement la dissuasion nucléaire s'est faite pour essayer d'empêcher ça. D'un mot, le terrorisme également est une revanche de l'histoire pour certains. C'est plutôt l'islamisme qui est une revanche de l'histoire. Aujourd'hui, l'islamisme, oui, pardon. Aujourd'hui, les deux grandes idéologies qui ont le vent en poupe, si j'ose dire, le nationalisme et l'islamisme, sont ancrées dans le passé, dans l'histoire, alors que celles qui caractérisaient plutôt le XXe siècle et le début du XXIe siècle, le libéralisme et le socialisme, étaient plutôt dirigés vers l'avenir. Donc c'est pour ça qu'on assiste à ce que j'appelle cette revanche de l'histoire. Et évidemment, cette histoire n'est toujours pas finie, on a l'impression qu'elle s'accélère. On ne parle plus des commentaires sur la fin de l'histoire. C'est aussi ça la revanche de l'histoire, pas seulement du passé, mais aussi de processus historiques qui s'accélèrent de plus en plus. Voilà, et c'est, vous dites, le contre-coup après nos sociétés libérales, urbaines, laïques, postmodernes, dont on s'aperçoit qu'elles suscitent aujourd'hui un manque d'adhésion. Et on assiste à la revanche de l'histoire. Merci beaucoup Bruno Tertrais. Donc c'est chez Odile Jacob. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air revient sur la nomination d'Édouard Philippe à Matignon, un Premier ministre de droite proche d'Alain Juppé. C'est dans l'air intitulé ce soir, un juppéiste à Matignon.